Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du Donjon et Dragon propulsé par l'Apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je m'appelle Volsung et j'incarne le magicien Azek Shistra. Azek, il me semble que tes péripéties dans le village de Toron sont sur le point de connaître leur point culminant. Où t'avons-nous laissé la dernière fois, mon cher Azek ? Azek a d'abord tenté de plaider pour la défense de Reynold, en instruisant le peuple de Toron sur l'origine de leur village. Ça s'est plutôt bien passé, dans la mesure où il n'a pas incriminé Bognar et Lia. Et de toute façon, il n'en aurait pas eu le temps, car la reine des fées, entourée d'une armée de bêtes de la forêt, cerne désormais le village, prêt à sonner la charge. Azek va donc tenter des pourparlers, bras dessus, avec Lia et Bognar. Souhaitons-lui bonne chance. Est-ce la chance ou le destin qui t'a amené ici ? Tu es donc... Ah Tu te trouves devant cette bête, magnifique et terrifiante. Ce loup gigantesque, ses yeux si particuliers. Il est devant vous trois, immobile, assis dans la neige. Il vous toise, il attend. Derrière lui, comme autant d'étoiles, les yeux des animaux, prêts à fondre sur le village de Toron, dissimulés par la forêt. Tu entends les torches, le seul bruit qui vient déchirer le silence. Les torches des villageois, immobiles, pétrifiés, aux portes du village. Le temps s'est calmé, il s'est arrêté, comme si les dieux eux-mêmes voulaient être témoins de ce qui est arrivé. À côté de toi, une jeune fille, Lia. Elle tremble, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui tenant la main son père, Bognar, comme résigné. Mais tu as la nette sensation que le regard du loup, après avoir survolé tes deux voisins, se pose sur toi. Que fais-tu ? Sur le grand écran de nos imaginaires, la caméra s'attarde sur notre héros qui est en bout de course. Sa dernière nuit paisible de sommeil réparateur commence à remonter à loin. Toute la nuit, il a lutté la mort aux trousses dans les dédales d'un temple oublié de tous. Bien qu'il porte toujours la peau de bête de feu Laszlo, en dessous on distingue cette tunique familière qu'il portait jadis à travers le désert de Belzémé. Elle est ternie, usée, comme son propriétaire. Terminé cet optimisme naïf. Une barbe de quelques jours orne ce visage qu'on croyait glabre. Le regard est plus mûr mais fatigué. Cependant, la détermination est toujours là. Le magicien ne réfléchit jamais à deux fois avant de mettre sa vie dans la balance, comme si elle pesait peu. Est-ce là une pulsion de mort ? Est-ce que cette fois, sa chance va tourner court ? Quoi qu'il en soit, le magicien va tout donner. Il assure sa prise sur le fidèle bâton d'ivoire et fait un pas en avant, comme pour de son corps faire rempart et protéger ses deux compagnons, que les véritables habitants des bois d'os ont fait tant souffrir. Reine des fées, votre armée n'a pas besoin de déferler sur ce peuple. Doivent-ils vraiment payer pour les fautes de leurs ancêtres ? C'est ce qu'il déclare dans un premier temps, avec véhémence. Ils sont là à votre merci. La fille que vous convoitiez et son père humain qui vous l'a refusé. Soyez miséricordieuse, Altesse, par pitié. Nous ne sommes que des insectes que vous pourrez balayer d'un battement de cils. Et comme pour signifier cette vérité, il glisse le long de son bâton d'ivoire et s'agenouille dans la neige. Et là, je vais te poser une question et inviter la mécanique dans notre histoire. Lors de ma dernière entrevue avec la Reine des Fées, elle m'a sorti, je cite, « Tu sais la vie rêvée qu'elle aurait eue à mes côtés » ou quelque chose dans le genre. Je suis pas contre un étaler sa science ou un truc dans le genre pour vraiment avoir des certitudes sur ce à quoi pourrait ressembler la vie de Lia, quoi. Ça pourrait peut-être faire fléchir le père. Ok, écoute, fais-moi donc un petit jet ta science sur intelligence, s'il te plaît. Merci MC. 8 succès partiels. Le MJ vous indiquera juste quelque chose d'intéressant. À vous de le rendre utile. Lors de tes recherches cosmogoniques sur d'anciens textes relatifs à la création du monde, tu as lu des écrits au sujet d'un peuple oublié, d'un peuple très ancien, bien plus ancien que les premiers peuples qui habitent aujourd'hui notre monde. Ces êtres avaient un rôle de gardien. Mais comme rien n'est immortel, même pas le temps lui-même, ces gardiens commencèrent à dépérir. Et lorsque les premiers peuples apparurent, certains d'entre eux furent choisis pour porter le manteau que gardaient autrefois les gardiens. Ces manteaux prolongeraient leur vie et leur permettraient d'accéder à des parties du monde auxquelles seuls eux peuvent prétendre.
des parties du monde où seraient gardés les éléments dont il serait le gardien. Et certains des éminents érudits que tu as étudiés trouvent ici l'origine du peuple des fées. Et dis-moi dans quel codex étrange as-tu pu avoir ces informations, Azak? Le Elementis Spiritu, que j'ai découvert dans une bibliothèque hétéroclite, couvert de poussière. Peut-être même qu'il calait l'étagère. Et donc tu réalises que la créature que tu as devant toi est en partie au moins aussi vieille que le monde. Est-ce qu'elle est née fée, ou elle-même a hérité d'un manteau et elle était tout autre en son temps? Selon les écrits que tu as pu compulser, le peuple premier, les gardiens, auraient tous disparu, et que leurs descendants aujourd'hui ne seraient que les porteurs de leur charge. Et il est fort probable que la créature que tu as devant toi ne soit pas née fée. Elle était peut-être humaine, peut-être louve. Qui sait? Intéressant. Ça me fait peut-être une corde sensible sur laquelle appuyer, mettant qu'elle se rappelle de cette époque. Mais mine de rien, là, pour ce qui était de ma première question, être princesse des fées, être reine des fées, ça doit être une sacrée charge, une mission sacrée, et ça m'évoque pas forcément la vie rêvée qu'elle décrivait. C'est une charge, effectivement, mais ça prend aussi des pouvoirs auxquels bien peu de mortels peuvent... Du coup, fort de ces indices, je vais en remettre une couche derrière. Ça me rappelle un certain docteur qui prétend que tant que tu discutes, le combat ne commence pas. Ce père aime sa fille plus que tout au monde. Pour lui, accepter ce marché signifiait se voir arracher sa fille. Il ne savait pas ce qui était en jeu. Comment pouvait-il le comprendre? D'autres que lui avaient décidé que sa fille serait votre récompense. Comment supporter une telle idée? Il a péché par amour et par ignorance. S'il avait su quelle malédiction cela entraînerait, il y aurait réfléchi à 2 fois. Soyez-en sûrs. Les babines de la louve se retroussent, comme pour un sourire. Puis, difficile à croire, mais elle se met à rire. Cela ressemble bien à vous, les humains, de prendre des décisions sans en calculer les conséquences. Il y a des choses bien plus précieuses que l'amour d'un père pour une fille. Et en protégeant ce village, en protégeant cet amour, vous mettez des choses bien plus précieuses en danger. Et elle se tourne vers la petite fille. Ma fille, es-tu prête à écouter ce que j'ai à te dire? Azak avise l'enfant. L'enfant s'agrippe à son père, mais si elle avait le visage emmitouflé dans la fourrure, elle a maintenant tourné son visage vers la louve, comme fascinée. Mais tu peux sentir la terreur qui irradie d'elle, et la surprise d'avoir été mêlée à tout ça. Dans ce cas, Azak prend la parole. Ça n'est qu'une enfant. C'est un long voyage qui l'attend. Il lui faudra tout le courage du monde pour endurer la couronne dont vous voulez lui ceindre le front. Son père ne pourrait-il pas l'accompagner dans ce voyage? Ils sont tout l'un pour l'autre, et rien ne le retient dans ce village, si ce n'est elle. Toutes ces décisions, les meilleures comme les pires, ont été prises pour la protéger. Ne peut-il pas rester à ses côtés, sous une forme ou une autre? Devez-vous vraiment les séparer? Elle commence à... Ouais, bien joué, bien joué. Elle commence à se déplacer. Et malgré le poids certain qu'elle doit faire sous cette forme, elle ne laisse pas de traces dans la neige. Et tu n'entends pas non plus le bruit de la neige qui crisse sous ses pattes. Elle commence à tourner autour de vous. Prétends-tu vraiment qu'il soit digne de porter un tel manteau? Ne crois-tu pas le condamner à une éternité pire que la mort? Azak balaye quand même une pensée parasite. Mine de rien, c'est l'amour de ce père qui a manqué de le faire châtier innocent. Enfin, du moins, il n'imaginait pas que Reynolds serait assez fou pour rester dans les parages. Je pense que l'homme qui est devant vous est prêt à s'ouvrir la poitrine et vous offrir son cœur fumant pour le bien de sa fille. Alors que tu dis ça, tu entends la voix rombissante de la louve. Est-ce vrai humain? Et en réponse, le père baisse la tête, fait un léger signe d'acquiescement et de sa main gauche serre sa fille contre sa jambe, comme pour la protéger. Azak, dans sa verve, a fini par se relever, ployant sur son bâton. J'entrevois une issue moins funeste à cette tragédie. Voyez, cela crève les yeux. Tout cet amour, toute cette détermination. Ils sont aussi une force. Ils se soutiennent mutuellement. Ils font front côte à côte. Ainsi, la charge du manteau en sera moins lourde. Acceptez, par pitié. T'as pas de levier sur elle en fait, c'est ça qui t'a pas d'enclencher le move de négocier. Ah ouais, négocier. Alors tu peux l'observer hein, pour essayer de te donner des informations qui te permettraient d'avoir un levier. Tout à fait, je vais faire ça, je vais faire un petit dessin de la réalité. Parce que de toute manière, je suis un peu à court de cartes dans ma manche. Tactiquement, je suis déjà la chose d'une gorgone, rappelons-le, qui pourrait, sur un coup de tête, me faire retourner dans ma prison. Là, je commence un petit peu à être limité en termes d'allégeance.
Il a la cervelle qui tourne à fond les ballons pour vraiment cerner à qui il a affaire, les moyens de pression. Donc, si tu me l'accordes, effectivement, c'est parti pour un jet de discerner, sachant que sur un 6-, tout va péter. Oh putain, Voilà. pourquoi a-t-il fallu que je dise cela? Mais c'est pas grave, c'est un rebondissement intéressant. C'est un 3, c'est un échec. Alors que t'es en train de parler, en fait, t'entends le bruit d'une corde qui claque Oh les cons. de derrière toi, de derrière le village. Le sifflement d'un carreau. Là, c'est le couac diplomatique, quoi. Ouais, alors que t'entends ce sifflement qui s'approche à toute vitesse, tu réalises qu'un villageois a perdu patience et qu'avec ce trait d'arbalète, il tente de tuer ce que lui sans doute ne pense qu'être un gros loup, ignorant la vraie nature de cette créature. Que fais-tu? Par ce geste, ce fou déclare juste la guerre. Un vif comme l'éclair sans prendre la peine d'y penser. Azek s'est précipité en direction du bruit, espérant stopper le trait mortel d'une façon ou d'une autre, de son propre corps s'il le faut. Donc on est d'accord que tu te plonges entre la trajectoire que tu imagines du carreau et l'arène des fées. Tout à fait. Donc de toute façon tu prendras des dégâts, on est d'accord. Oui, je dois empêcher l'irréparable. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de défi de danger sur la dextérité, s'il te plaît? Avec Que plaisir. La rapidité est de mise. 6 échecs. Bah, c'est la merde. Puisque mon intention était de morfler pour éviter le couac. Le couac doit avoir lieu, et même pire, quoi. Comme par instinct, tu te jettes devant ce que tu penses être la trajectoire du carreau. Mais tu arrives trop tard. Le carreau se brise contre le pelage de l'arène. Et comme si les portes de l'enfer eux-mêmes s'étaient ouvertes, un vrombissement, un tonnerre de grognements, de jappements, de rugissements vient de la forêt. Et tu réalises l'ampleur et le nombre de l'armée auquel tu fais face. Et déjà, des sous-bois commencent à charger d'armer des animaux de la forêt. Le sol tremble sous leur poids. Et les premiers cris de panique viennent de ces villageois que ce malheureux trait a condamné à la mort. Que fais-tu? Agar, Azek roule dans la neige et d'un seul mouvement fait face à la reine louve. La reine mousse elle, semble s'être plantée devant toi, comme pour te protéger de ce torrent d'animaux, comme si elle était un rocher dans une rivière. Pitié, arrêtez cela, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qui est en jeu. Ce bain de sang peut être évité. Rien ne justifie cela. Donc on est d'accord que là encore t'as pas de levier, hein? Ouais, c'est vrai. À part la miséricorde d'une reine qui se fait rouler dans la farine depuis bien longtemps maintenant, non, y a rien qui puisse l'empêcher de châtier ces ingrats. Impuissant devant une telle épreuve. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de les tuer. Il finit par baisser le regard, fixer la neige qui reflète un soleil ténu. Sa première pensée, aussi absurde soit-elle, c'est de se demander que ferait Katharina dans un moment pareil. Cette guerrière ferait sans doute ce coup de bluff de glisser sa lame sous le menton de la petite en s'exclamant que si la reine ne stoppe pas sa charge, elle en perdrait son héritière. Mais Azek est incapable de faire une chose pareille. Son bâton est tombé à ses côtés, ses mains se crispent dans la neige, et c'est d'une voix morte, muette, qu'il articule « Pitié, pitié !» Je pense que les larmes qui viennent aux yeux d'Azek et qui en tombant au sol deviennent flocons à leur tour. Et prostré ainsi, il y a son pendentif qui a glissé le long de son cou et qui pend devant lui au contact du sol. Son regard finit par se poser dessus, et c'est là qu'il distingue cette radiance verte qui est le propre de l'aura magique de Steno. Et ce qui peut donc justifier ce petit jet de charisme quand tu demandes le conseil de Steno la Gorgone. Et oui, parce que tu fais appel à ton cristal pour te donner conseil. Prions pour que ce ne soit pas un nouveau 6 mois. C'est pas possible. C'est un 6. Allez, déchaîne-toi mec, déchaîne-toi et assume la fiction. Alors que tu entends déjà les hurlements de douleur des premiers villageois qui tombent sous les griffes et sous les crocs des animaux, tu réalises quelque chose. La petite est là, à portée de la louve. Pourquoi ne la prend-elle pas? Pourquoi ne se saisit-elle pas de l'enfant pour l'emmener dans la forêt? Parce qu'il lui faut son accord, parce que pour hériter du manteau, il faut qu'elle le déclare de sa bouche, n'est-ce pas? Exactement. Et qu'ainsi, si l'IA réclame la couronne, et que ça suffit pour qu'elle l'obtienne, elle pourra stopper cette tuerie. Encore faudra-t-il que tu arrives à convaincre une enfant terrorisée d'accepter un tel prix. Donc ça c'est le positif, que tu m'accordes, car ta pitié est sans limite. J'ai le droit qu'à un seul move, hein. Voici mon move. Oui, mais le move est positif, quoi. Je fais ce que je veux, tu m'as fait investissement, tu me donnes la main. Et mon move, c'est offrir une opportunité avec ou sans coup. Et là, c'est un coup. Alors, j'ai aussi rajouté que les premiers villageois étaient en train de crever, hein, donc... D'accord.
Les yeux rougis, Azek se dresse, fait quelques pas avant de s'agenouiller devant l'enfant, et son premier réflexe est de la serrer dans ses bras. Lia, je suis désolé de tout ce que tu as dû endurer. Aucun enfant ne devrait subir de telles épreuves. Mais tu as les moyens de sauver ton père, de sauver ton village. Tout ce que tu as à faire, c'est réclamer ta couronne, réclamer ton manteau. Pitié, Lia, demande à hériter du manteau de la reine des fées. Eh ben, fais-moi un petit jet de négocier, s'il te plaît. 4 échecs. Mec, arrive un moment, il faut assumer. 4 échecs d'affilée, tu peux plus rien sauver, gars. Play to see what happens. Ouais. Alors que tu vois la petite fille qui te regarde de ses yeux terrorisés, de ses yeux qui ne comprennent rien à la situation, qui ne comprennent pas franchement ce que tu viens de lui dire, tu as une voix dans ta tête qui résonne. N'oublie pas pourquoi tu es là. Et tu as l'impression que quelqu'un est en train de serrer ton cœur dans sa main. Tu me prends des 10 de dégâts, s'il te plaît? Avec joie. Ah, c'est pas drôle. 2. Bien sûr qu'il ignore l'armure. Ouais, tu parles. Et alors que ton souffle se coupe sous le choc, cette voix qui retentit à nouveau. Profite du chaos pour te saisir de l'enfant et apporte-la-moi. Apporte-moi son cœur. Et tu entends là dans la voix de Steno quelque chose que tu n'avais encore jusque-là jamais entendu. Ou en tout cas pas de manière si claire. Sa cruauté, sa volonté de tout sacrifier pour obtenir ce qu'elle veut. Même la vie d'une enfant innocente. Et sa cruauté ne s'arrête donc pas à te séparer de Katharina. Que fais-tu? Azek est foudroyé par cette sentence, par cette exigence, alors qu'il a des droits de perdre conscience. Ouais, 2 points de vie, ouais. J'ai des yeux pour voir. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que c'est aussi l'amour qui vous pousse à faire tout cela. J'ai vu comment vous regardiez cette statue. Est-ce pour libérer ce guerrier, votre aimé peut-être? Que vous avez besoin du cœur d'une enfant? Vous m'avez tout pris, vous m'avez réduit à la servitude. Et j'ai accepté ce fardeau. Mais jamais je ne vous céderai cet enfant. Agissez comme bon vous semblera. Il articule ça avec difficulté, la main crispée contre sa poitrine. Et alors peut-être qu'il sent un nouveau contre-coup, et peut-être la ville quittée, il déclare une fois de plus. Réclame le manteau, Lia. Sauve ton peuple, sauve ton père. Deviens la nouvelle reine des fées. Ouais, et je pense même qu'à ce moment-là, son étreinte se desserre autour de l'enfant, il glisse lentement à ses côtés, alors qu'il sent son cœur meurtri. Va chier la gorgone. Le truc, c'est que je peux pas te faire relancer 2 fois le même geste sur un truc tant que la situation n'a pas changé. Donc je vais demander en quoi la situation a changé depuis tout à l'heure, lorsque tu l'as déjà demandé une fois. Si je peux rajouter une infime impulsion, j'ajoute... C'est ce que Niobe voudrait, c'est ce que ta mère voudrait. Oh, le salaud. Alors, qu'on soit d'accord, vu que tu vas contre Steno, tu vas lancer un dernier soupir. Allez, ça me va, c'est classe. Mais d'abord, on va voir si tu arrives à convaincre. Ok. Bon. Pour moi, c'est de volonté, donc c'est plus de la sagesse. Allez, agir face au danger sous sagesse. Succès partiel. Ok. Tu entends cette voix dans sa tête, la voix de Steno, mais elle a quelque chose de monstrueuse. Comment oses-tu parler de ce que tu peux pas comprendre? Et cette main qui serrait maintenant ton cœur, comme pour juste te prévenir, le presse maintenant, comme on presserait une orange. Sous le choc, sous la douleur, tu perds connaissance. Lentement, tu sens la neige sur ton visage, le choc de la chute. Ta vue se brouille. Et au moment où tu allais pour de bon perdre connaissance, tu entends une petite voix, comme un murmure. J'accepte, puis tu perds connaissance. Ce sera une étincelle de réconfort que j'emporterai dans la tombe. Eh ben on va voir. Hein. Tu peux me faire un petit jet de dernier soupir? Bien sûr, et nous assumerons le résultat, n'est-ce pas? Ah bah oui, alors là... Quand tu rends ton dernier souffle, tu as un bref aperçu de ce qui t'attend derrière le sombre portail du royaume des morts. Le MJ te dira quoi? Puis lance de D6 plus rien. Oui, rien. La mort se moque de savoir si tu es baraqué ou sympa. C'est parti. 8, succès partiel. Dis-moi, Azak, tu es aux portes de la mort. Plus exactement, tu es devant le sombre portail du royaume des morts. À quoi ressemble-t-il pour toi? Peux-tu nous décrire ce qui t'entoure? C'est un gigantesque portail d'obsidienne. Il ne repose sur aucun linteau, ce sont juste des ténèbres, vaporeux. Et un froid qui n'est pas sans rappeler celui de la reine des fées. Et qui semble t'attendre derrière ce portail?
Il n'est pas beaucoup de cadavres qu'Azek pourrait croiser dans sa courte existence d'une dizaine de sessions. Alors, le plus évident, ça va être l'enfant qui l'a tué par accident, tu te rappelles? Et c'est lui qu'on retrouve, qui attend Azek de l'autre côté du portail. Il a quelque chose de paisible dans son visage. Il te sourit, te tend la main. Il ne semble avoir aucune haine en ton égard. Et là, on se reporte sur le move d'Annie Soupir, et donc, sur un 7-9, la mort elle-même te propose un marché, accepte et tu es stabilisé, ou refuse et rejoins ce qui t'attend derrière le sombre portail. Quel est ce marché? Qui me le proposera? Et alors que tu es attiré presque irrésistiblement vers ce portail, un flocon de neige vient se poser sur ton nez. Ce petit flocon semble comme te sortir de cette rêverie, et en regardant à droite, à gauche, dissimulé par ces vapeurs d'ombre, un louveteau qui semble perdu, qui semble chercher quelque chose. C'est toi, Lia? Mon histoire sur cette terre est achevée. La tienne commence. Alors que tu l'invoques, cela semble lui permettre de te retrouver parmi les ombres. Elle se précipite vers toi, te mordit gentiment la main, et semble te tirer dans une direction contraire du portail. Tu sens une présence derrière le louveteau, dissimulée parmi les flammes. Une flamme au reflet jaune, un jaune que tu reconnais immédiatement. Ce jaune que tu avais vu dans l'œil de Basularian. Il semble danser autour de vous, comme attendant que tu franchisses le pas pour fondre sur la pauvre créature. Et tu réalises que tu as encore la possibilité de rester parmi les vivants. Tu as encore la possibilité de défaire un danger que tu as rencontré. Ou en as-tu assez de cette vie, de ce devoir, et préfères-tu t'abandonner aux bras de l'insouciance que t'apporterait la mort, qui t'a laissé le monde dans un péril que seul toi semble connaître? J'ai aucun mal à imaginer Basularian qui pourrait lui continuer à lui susurrer des paroles qui le pousseraient au défaitisme. Arzela t'a oublié, tu es un raté, passe la porte et tourne la page. Mais quelque part, en voyant le Némésis qu'Arzela avait désigné pour lui, quelque part, ça le conforte dans l'idée de son importance. Ça le conforte dans sa bonne vieille lubie d'être un être choisi. Et donc effectivement, le Boy Scout revient au grand galop. L'altruisme reprend le dessus. Il est l'héritier d'Ayala Erias. Il se doit de faire obstacle à Basularian. Effectivement, son heure viendra plus tard. Il lance un dernier regard en direction de l'enfant, qui est paisible, qui attendait de l'autre côté du portail, et fait juste un nom de la tête. Puis il laisse ses doigts glisser dans la fourrure de l'animal, avant de se relever et de le suivre, sans même accorder un regard à cette flamme maligne qui les observe. Et disparaître dans les ténèbres de ces flammes. On revient sur un petit village au matin, que l'on reconnaît comme étant le village de Toron. Les villageois se sont comme d'habitude levés à l'aube et s'affairent déjà. Le village a l'air serein et on entend même le chant d'oiseaux, alors que le printemps semble revenir sur les bois d'eau. Un vieillard est en train d'amuser des enfants. Il leur raconte un conte auquel bien sûr aucun des villageois ne croit vraiment. L'histoire d'une jeune fille, pas plus vieille que les enfants qui écoutent ce vieil homme, qui a accepté de se sacrifier pour devenir la reine des fées. Et il est dit que, lors de cette nuit, la reine elle-même vient se balader dans les bois d'eau, comme pour se recueillir près d'un grand arbre. Et l'on dit qu'au pied de cet arbre fut enterré son père. Puis le vieillard finit par une pirouette qui fait rire les enfants et qui leur fait oublier la gravité de cette histoire. On a un fondu au noir, puis l'on revoit une pyramide blanche, éclatante, dans un désert de sable noir. La caméra recule et on voit au-dessus d'une dune, comme fixant cette pyramide, Azek. À quoi ressemble-t-il? On reconnaît la silhouette de ce frêle jeune homme avant de réaliser qu'il a beaucoup changé. Un homme voûté, à la barbe blanche, à la peau tannée, mais toujours le regard déterminé, avec cet œil gauche mauve iridescent. Il a toujours ce bâton d'ivoire à la main, mais les ans ont fini par avoir raison de sa splendeur et il est jauni. Et alors qu'il contemple ce qui est évidemment la nécropole de Yalaeria, on réalise en contrebas une cinquantaine de jeunes gens, un genou à terre, dans des vêtements semblables, arborant des symboles semblables. Dignes héritiers des mages de Yalaeria contemplent leur doyen et guide,
dans cette lutte perpétuelle contre Bazularian. Bon bah voilà, cut. Viande. Allez, vas-y, lance-toi là, sinon on va plus être dans le bain là. Allez. Laisse-moi te flatter, c'est la dernière fois que je peux le faire. Ah mais attends, mais je vais pas mourir. Je sais, mais j'aime bien. On va se revoir. J'aime bien. L'effet pour les débutants. Non, en gros, c'est du rétro-oncle Ben, quoi. Tu dis que avec la responsabilité vient le pouvoir. Exactement. J'entrevois une issue moins funeste à cette tragédie. Oh putain, ça en fait des caisses. Je ne peux pas la menacer. Attention, j'ai un magic missile pointé dans votre direction. Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Ok, eh ben écoute, fais-moi un petit jet de déchet de danger sur la réalité, s'il te plaît. Oh, sur la réalité. Je échoue. Ah, les landotropie arrivent. Non. Bon, je souffle sur le dé. Moi aussi. Moi aussi. Mais faut assumer, souffle sur les dés.